si près et en même temps si loin. Kevin Vauquelin sur les pentes suisses a porté tous les espoirs d'un pays et s'est vaillamment incliné, dominé par un adversaire largement supérieur le dernier jour. 1 minute 07, c'est l'écart final entre le Portugais João Almeida et notre jeune Français sur ce Tour de Suisse 2025. Ce n'est pas encore cette fois-ci que nous trouverons un successeur à Christophe Moreau, vainqueur en 2007 du Critérium du Dauphiné Libéré. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette série terrifiante qui dure depuis plus de 18 ans. Une série de malchance pour les espoirs des Français sur les classements généraux d'une épreuve d'une semaine de classe World Tour, le plus haut échelon mondial. Remontons quelques années et redécouvrons certains noms en 2007. Sur les routes de ce critérium du Dauphiné libéré, un certain Bradley Wiggins remportait le prologue inaugural, tandis qu'un Allemand, Heinrich Hausler, devançait le célèbre Tom Boonen le lendemain pour une semaine qui allait devenir historique. Le troisième jour, un Français échappé en compagnie d'un Espagnol, José Antonio Redondo, faisait coup double avec l'étape et le maillot du classement général. Ce coureur portait les couleurs d'AG2R Prévoyance à l'époque et s'appelait Christophe Moreau. Il se mettait déjà en valeur dans cette semaine pleine de rebondissements puisque le jour suivant, un Kazakh fera à son tour coup double lors du contre-la-montre. Il s'agissait d'Alexandre Vinokourov. Cette semaine folle se poursuivit une nouvelle fois par la victoire de Christophe Moreau en solitaire au sommet du Mont Ventoux, tandis qu'un autre Kazakh récupérait le maillot de leader, Andrei Kazekhin. Les Astana étaient visiblement très en forme puisque l'Espagnol Antonio Colom s'offrait une échappée à deux avec Alexandre Vinokourov le jour d'après. L'avant-dernier jour, il y eut la journée décisive où Christophe Moreau récupéra le maillot de leader avec l'aide de Cadel Evans, dans une journée en demi-teinte pour l'équipe Astana avec la perte du maillot de leader, malgré la victoire d'étape pour Maxime Ingliski. Cette semaine se termina par une nouvelle victoire d'étape pour Astana avec encore Alexandre Vinokourov à la baguette. Mais le tristement célèbre Christophe Moreau garde la tête du classement général pour 14 secondes d'avance sur Cadel Evans. Il s'agit malheureusement de la dernière victoire française sur une épreuve d'une semaine au plus haut niveau international. En 18 ans, bon nombre de coureurs à très fort potentiel se sont succédés, mais n'ont pas réussi à réaliser le même exploit. Le premier à être cité n'est autre que Sylvain Chavanel et sa saison 2009 avec 2 courses où il a touché de près ce Graal. Tout d'abord Paris-Nice où il finit 3e après avoir porté 3 jours le maillot de leader, seulement devancé par Luis León Sanchez et Frank Schleck. Et puis l'Eneco Tour où il finit 2e, seulement devancé à l'époque par Edvald Boasson-Hagen. 3 ans plus tard, sur cette même course, il finira à la même place, devancé cette fois-ci par Lars Boom. Je peux encore remonter en 2013 avec un nouveau Paris-Nice et un nouvel Eneco Tour où il se retrouve une nouvelle fois dans le jeu un peu plus loin. C'était un coureur qui nous aura fait vibrer avec des exploits supérieurs à ses capacités, lui qui aurait tellement mérité un certain Tour des Flandres. Le deuxième coureur dont je vais parler est Christophe Riblon et de sa course de prédilection, le Tour de Pologne. Après sa victoire sur le Tour de France à l'Alpe d'Huez, il se présente sur le Tour de Pologne et rafle une étape le deuxième jour au Passo Pordoi. Le dernier jour, il est en tête du classement général, mais un contre-la-montre se dresse devant lui. Cette difficulté est jusque-là impossible à franchir pour les Français en quête de gloire jusqu'à aujourd'hui,
Les exemples sont nombreux. Ce jour-là, Christophe Riblon ne perdra que 2 minutes 27 sur le vainqueur du jour, Bradley Wiggins, en 37 km, mais 16 secondes le sépareront du vainqueur final, Peter Winning. Les 2 années suivantes, il finira 4e à 34 secondes de Rafał Majka et 7e à 40 secondes de Ion Izagirre. Le successeur de Christophe Moreau n'est pas encore trouvé ce jour-là. Le 3e coureur s'appelle Arthur Vichot et sa meilleure semaine n'est autre que sur Paris-Nice en 2014. C'est une course qui va revenir souvent dans ses souvenirs. Présent dans le top 10 au classement général lors des dernières étapes, il s'impose le dernier jour à Nice et échoue à seulement 20 secondes du Colombien Carlos Betancourt. L'année suivante, ce sera au tour de Tony Galopin de passer proche de l'exploit. Il est même en meilleure position qu'Arthur Vichot puisqu'il fait coup double l'avant-dernier jour en remportant l'étape en solitaire et en prenant la tête du classement général. Malheureusement, un obstacle se dresse une nouvelle fois devant le coureur français. Il s'agit d'un contre-la-montre en montée puisqu'il s'agit de la montée du col d'Èze. Il perdra 1 minute 46 sur le vainqueur, Richie Porte, perpétuant la tradition malheureuse des coureurs français défaits avec le maillot de leader le dernier jour. Il sera finalement devancé par des coureurs comme Simon Spilak, Michał Kwiatkowski, Rui Costa ou Geraint Thomas. Je vais maintenant faire un focus sur les 2 coureurs de classement généraux avec le plus de potentiel de ces 15 dernières années, Thibaut Pinot et Romain Bardet. Oui, ces 2 coureurs n'ont pas gagné de course par étape au plus haut niveau international et c'est triste. Le Franc-Comtois a souvent approché le haut du classement, comme en atteste sa 4e place sur le Tour de Suisse 2013. Mais en 2015, ce n'est pas une course, mais 2 qu'il va perdre le dernier jour avec un contre-la-montre. Cet exercice aura bien fait souffrir les Français, mais il y a de l'espoir actuellement, j'y reviendrai. Il y a tout d'abord ce Tour de Romandie 2015, ultra décevant, où il finit 4e, devancé par Simon Spilak et Christopher Froome le dernier jour, pour le couronnement d'un Ilnur Zakarin bouillant. Puis ce Tour de Suisse 2015, où il portera 4 jours le maillot de leader. Le dernier jour, il compte 34 secondes d'avance sur Geraint Thomas, 47 sur Simon Spilak, 50 sur Domenico Pozzovivo, 1 minute 14 sur Miguel Ángel López ou entre autres 1 minute 24 sur Tom Dumoulin avant un contre-la-montre de 38,4 km. Il sera évidemment battu et finira 4e d'un classement général remporté par Simon Spilak. L'année suivante, on voit qu'il a travaillé son affaire puisqu'il deviendra champion de France du contre-la-montre. Les chronos lui réussissent mieux et ça se voit. Sur la Vuelta Ciclista al País Vasco, ou plus récemment Tour du Pays Basque, il finira 6e du contre-la-montre final, mais perdra quand même une place au général en étant éjecté du podium par Nairo Quintana, excusez du peu. Sur le Tour de Romandie qui suit, il remporte même le contre-la-montre, devançant des coureurs comme Tom Dumoulin, Bob Jungels ou Christopher Froome. Il finira ce tour à seulement 19 secondes de Nairo Quintana. L'année suivante, il sera une nouvelle fois dominé par le Colombien sur Tirreno Adriatico cette fois-ci pour 36 secondes. En parlant de course où il finira à seulement une poignée de secondes, on peut citer son Tour de Pologne 2018 qu'il termine à seulement 20 secondes de Michał Kwiatkowski, son Critérium du Dauphiné 2019 à seulement 33 secondes de Jakob Fuglsang, son Critérium du Dauphiné 2020, alors qu'il était virtuel leader le dernier jour avec l'abandon de Primož Roglič, il finit à seulement 29 secondes de Daniel Felipe Martinez. Son dernier Tour de Romandie en 2023, où il finit à 41 secondes d'Adam Yates. Mais on sentait qu'il n'avait pas vraiment la victoire dans les jambes, contrairement aux autres années.
Son alter ego, si j'ose dire, est l'Auvergnat Romain Bardet. Il a déjà fini 5e au classement général du Tour de Beijing 2013 à 24 secondes d'un Espagnol de la Movistar, Bernat Inzausti. Il a aussi fini 4e du Tour de Catalogne en 2014 à seulement 10 secondes du vainqueur, Joaquim Rodriguez. Et 6e 2 ans plus tard à 31 secondes de Nairo Quintana. La même année, il finit 2e du Critérium du Dauphiné à 12 secondes de Christopher Froome. Les regrets sont immenses, les constatations sont les mêmes, à la fois si proches et à la fois si loin. Après ces 6 premiers coureurs, nous allons maintenant passer à Warren Barguil. Le grimpeur breton a échoué à 23 secondes de Philippe Gilbert lors du Tour de Beijing 2014. Il a aussi terminé 3e du Tour de Suisse 2016 derrière Miguel Ángel López et Ion Izagirre pour seulement 18 secondes. Ces quelques secondes sont toujours décevantes, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'a vécu Rémi Rochas lors du Tour de Guangxi 2023. Il est arrivé à seulement 6 secondes du vainqueur Milan Vader il y a 2 ans. Rageant. Cette année, outre Kevin Vauquelin défait par Joao Almeida sur le dernier Tour de Suisse, nous avons un autre exemple avec le Tour de Romandie. Le dernier coureur à avoir cédé n'est autre que Lenny Martinez et son bourreau n'est autre que ce même Joao Almeida, qui en plus d'être un coureur dû à eux, devient l'ennemi de la nation. Pourtant, le Français abordait la dernière étape avec le maillot de leader, grâce à sa victoire au sommet la veille à Thion 2000. Mais l'épreuve qui l'attend se trouve être bien évidemment un contre-la-montre plat qui ne le favorise absolument pas. Il perdra 29 secondes sur le Portugais en 17 km, amplement suffisant pour se retrouver à la 2e place du classement général. Sylvain Chavanel, Christophe Riblon, Arthur Vichot, Tony Galopin, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil, Rémi Rochas, Lenny Martinez et maintenant Kevin Vauquelin, ils sont tous passés proches d'effacer des tablettes cette statistique façonnée par Christophe Moreau. Heureusement, le niveau affiché par certains Français est de nature à nous réjouir. Lenny Martinez et Kevin Vauquelin auront d'autres chances d'y arriver, tandis qu'un jeune coureur de chez Decathlon AG2R, Paul Sexas, aura peut-être le privilège d'effacer ce record détenu par sa formation. Si je devais en choisir un seul, je pense que je privilégierais ce dernier avec le plus de potentiel. Sauf si certains vont évidemment sur le Tour de Pologne ou le Tour de Guangxi. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.